les armements. Hein. 1 an et demi de conflit, les stocks d'armes sont plus que jamais au cœur des discussions. La guerre va se prolonger. La Russie réunit jusqu'à la fin de la semaine beaucoup de pays, vous allez le voir, dans un salon de l'armement qui est en banlieue de Moscou. Et on se rend compte que Moscou ne manque pas d'alliés. C'est Vladimir Poutine qui a ouvert le bal avec un message qu'il a envoyé à tous ses alliés. Écoutez. Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами. Со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную, неделимую систему безопасности, которая надежно защитила бы каждое государство. Voilà, d'abord on vous explique ce qu'est ce forum avec les indispensables de Lucille de Villers. Rebonsoir Lucille. Rebonsoir Emmanuel. Alors, plusieurs éléments, on va le voir, témoignent d'un renforcement de la coopération entre Moscou et ses alliés. Oui, avant tout avec la Chine. Coup d'envoi de la tournée diplomatique du ministre de la Défense chinois en Russie et en Biélorussie. Li Shangfu est depuis hier à Moscou. Sa visite doit durer 6 jours et il passera également quelques heures à Minsk en fin de semaine. Le ministre chinois n'est pas là par hasard. Moscou tient en ce moment même sa 11e conférence sur la sécurité internationale. L'événement a lieu précisément à Kubinka, dans la région de Moscou. Et aujourd'hui, en début de matinée, on a donc vu le ministre chinois y faire son apparition. Il est accueilli ici par le vice-ministre de la Défense, Alexandre Forbin. Et dans la foulée, il a également rencontré le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, qui s'est déplacé pour l'occasion. En fin de matinée, Li Shangfu prononçait son discours dans la droite ligne des mots de Vladimir Poutine. Écoutez-le. 为了世界更公平，我们需要团结一致，共同抵制为所欲为的强权政治。为了世界更安全，我们需要守望相助，共同抵制全球伸手的军事霸权。为了世界更包容，我们需要和衷共济，共同抵制不择手段的遏制打压。 Cette visite fait suite à une précédente rencontre entre Vladimir Poutine et le président chinois lui-même. C'était il y a 5 mois, au mois de mars. Xi Jinping avait été reçu en grande pompe. Et à ce moment-là déjà, les deux chefs d'État avaient affiché, je cite, les perspectives illimitées de leur coopération, signant au passage une déclaration sur l'approfondissement du partenariat stratégique Chine-Russie et sur les relations bilatérales qui entrent dans une nouvelle ère. On avait même assisté à cette séquence que vous allez voir où les deux hommes trinquent, je cite, à la prospérité de leur peuple. Alors revenons dans la banlieue de Moscou. Cette conférence sur la sécurité internationale, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, l'objectif est clairement affiché, contrebalancer le poids de l'Occident. Boris Gryzlov, l'ambassadeur de Russie en Biélorussie, a été très clair. Cette conférence, dit-il, se déroule au milieu d'une confrontation difficile entre les partisans d'un monde multipolaire et l'Occident, qui, lui, s'est engagé à préserver un système néocolonial, je cite, et unipolaire. Plus d'une soixantaine de personnes ont été conviées, dont la Chine, l'Iran, l'Inde et le Vietnam. 1500 entreprises de défense russes présentes également et surtout près de 85 entreprises étrangères. C'est du jamais vu. L'an dernier, elles étaient près de 3 fois moins. L'occasion pour Moscou de brandir aux yeux du monde ce qu'elle présente comme des trophées, des véhicules blindés occidentaux venus du front que l'armée russe dit avoir capturés. Par exemple, ce husky britannique que vous allez voir, suivi d'un char français AMX-10. Alors, autre alliance que Vladimir Poutine met en avant, celle avec la Corée du Nord. Oui, Vladimir Poutine s'est adressé directement au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Aujourd'hui, en Corée, a lieu la Journée de la Libération, l'une des plus grandes célébrations nationales qui commémore la victoire sur le Japon en 1945. Et à cette occasion, voilà le message que Poutine lui a transmis. Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, dans l'intérêt de la stabilité et de la sécurité de la péninsule coréenne et dans la région de l'Asie du Nord-Est. En général,
réponse tout aussi optimiste. Je crois que notre solidarité amicale sera encore sublimée et développée dans une relation stratégique en réponse aux exigences de la nouvelle ère et que nous parviendrons tous les deux à des objectifs communs. Kim Jong-un ajoute « Je suis convaincu que nos deux pays seront toujours victorieux et invincibles par leur soutien mutuel. » Précisons que Vladimir Poutine n'a pas pour habitude d'adresser de tels messages à la Corée du Nord. C'est important de le noter. En 23 ans de règne, ce n'est que la 3e fois qu'il adresse ses félicitations précisément au moment de cette commémoration. Par ailleurs, le timing interroge. Nous ne sommes qu'à quelques jours d'un sommet qui doit se tenir à Washington, où Joe Biden recevra le président de la Corée du Sud et le Premier ministre japonais le 18 août. Un dernier mot, Emmanuel. D'après plusieurs sources militaires ukrainiennes, l'armée russe a récemment fait usage de munitions de fabrication nord-coréenne sur le champ de bataille. Rappelons qu'à la fin du mois de juillet, Sergueï Shoigu s'était rendu à Pyongyang officiellement pour célébrer le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée. Les observateurs du conflit y voyaient plutôt un moyen d'obtenir davantage de munitions, au moment même où l'armée russe en manque sur le terrain. Merci beaucoup, Lucile. Jean-Dominique Merchet, d'abord ce forum, cette discussion sur la sécurité internationale, une 60aine de pays, 85 entreprises, 3 fois plus que l'an dernier. On se rend compte qu'il y a malgré tout un écosystème, si vous me passez l'expression, autour de la Russie et qui fonctionne bien. On a vu des pays comme le Vietnam, par exemple, venir et participer. Oui, la Russie est un acteur important de l'industrie mondiale de l'armement. C'est une évidence. C'est un salon de l'armement, comme il y en a d'autres, en France, souvent, le Bourget, Euronaval, Rosatori, Milipol, Sofins, etc., etc. Donc, la Russie est une... l'industrie d'armement est un des rares secteurs industriels avec le nucléaire civil, où la Russie est réellement une puissance qui compte. Et peut-être encore un peu le spatial, mais vraiment de moins en moins. En tout cas, dans la capacité industrielle, il y a vraiment l'énergie nucléaire et l'armement. Voilà, c'est un fait. Donc, effectivement, la Russie continue à avoir des partenaires, des clients, et pas des moindres, parce qu'elle sait faire des choses, par exemple, que les Chinois ne savent pas encore vraiment faire. Notamment, par exemple, des réacteurs, des moteurs d'avion à réaction. Les Chinois ne maîtrisent pas totalement la technologie très complexe du réacteur pour l'aviation. Les Russes savent le faire, clairement. Mais le paradoxe, c'est que là, on voit effectivement, il y a des colloques, des discussions, tout le monde s'embrasse sur la bouche en disant on est des alliés, on s'aime éternellement, etc., etc. Le paradoxe, c'est qu'on voit une Russie qui veut se montrer pour ce qu'elle est, quand même en partie une grande puissance industrielle dans ce domaine, et qui en même temps est obligée d'aller chercher des obus en Corée du Nord et des drones pas particulièrement sophistiqués, mais qui font quand même mal, chez les Iraniens. Donc on voit bien ce paradoxe entre l'étalage, comme dans tous les salons d'armement du monde, de son savoir-faire. Après, il faut rentrer à l'intérieur des systèmes pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. On ne peut pas le faire. On ne peut... Nulle part. C'est pas propre à la Russie. Voilà. Et puis la réalité, effectivement, d'une économie d'industrie militaire sous tension quand même en Russie, quoi qu'on en dise, puisque effectivement, ils n'arrivent par exemple pas à produire leurs nouveaux chars T-14. Ils n'arrivent pas ils sont obligés d'aller en Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est quand même un pays voyou, pirate, pour s'approvisionner en munitions. Donc il n'y a pas que les Ukrainiens qui ont des problèmes. Les Ukrainiens ont des vrais problèmes d'approvisionnement en munitions. Mais les Russes souffrent aussi, parce que la guerre en consomme énormément. Alors, salon de l'armement, certes, mais Claude Blanche-Maison, tribune politique aussi. La visite de ce ministre chinois n'est pas anecdotique. Et ce rappel qui est devenu quasi permanent d'un monde
qu'il représente contre ce monde occidental accusé d'être un monde néocolonial. Et d'une amitié éternelle. Et l'amitié éternelle, bien sûr. Se développant sans cesse entre la Chine et la Russie. Simplement, la supériorité des Chinois dans cette affaire, c'est une supériorité philosophique, parce que pour eux, le principe de non-contradiction n'existe pas. Pour un Chinois, c'est un truc occidental. Donc les Chinois peuvent dire ça. Nous vous aimons, nous serons, etc., nous allons vaincre, etc. Et en même temps, ne reconnaître aucune des annexions de la Russie. C'est quand même un peu violent. Ni l'annexion de la Crimée en 2014, ni maintenant l'annexion des 4 oblasts supplémentaires. Et les Russes se font tout petits sur ce sujet, sont obligés de s'écraser, alors que c'est une injure à l'amitié éternelle. Pas pour un Chinois, d'ailleurs, parce que le principe de non-contradiction est une simplification occidentale et binaire. Le courant électrique passe ou ne passe pas. Et les Chinois vous expliquent que, effectivement, le monde, il est multivectoriel, que, effectivement, c'est un espace à n dimensions. Voilà. Et là, les Russes ont une petite difficulté. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à avoir une petite difficulté sur ce sujet-là. Par contre, effectivement, les Coréens du Nord, c'est plus simple, puisqu'ils acceptent toutes les âneries que leur proposent les Russes. Donc, c'est assez simple. Si les Russes disaient finalement la Corse devrait être russe, les Coréens du Nord diraient oui, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ne dites pas ça en nous regardant en Corse, ça pourrait, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la Corée du Nord a accepté dès le départ l'annexion de la Crimée, a accepté avec joie l'annexion de 4 oblasts supplémentaires qui d'ailleurs ne sont même pas effectivement occupés par les Russes. C'est très différent de la relation qu'on a avec la Chine. En plus, la Chine est quand même un peu le parrain de la Corée du Nord, un parrain d'ailleurs qui n'est pas toujours très content de son filleul, qui lui taille des croupières. La Chine n'était pas très partisan de l'accession de la Corée du Nord à l'arme nucléaire. Et il y a 10 ans, les Chinois étaient prêts à coopérer avec nous pour l'empêcher d'accéder à l'arme nucléaire. Malheureusement, les facéties de Donald Trump, en revanche, l'ont aidé à y accéder. Alors, réaction de Washington, je vous donne la parole dans un instant, réaction de Washington à cet axe Moscou-Pyongyang, Moscou-Pékin-Pyongyang. Vous allez la découvrir, cette réaction. Je vais la découvrir d'ailleurs avec vous en même temps. Nous la découvrirons donc, je présume, dans quelques minutes. Une chose intéressante, on reviendra sur la réaction de Washington, c'est ces armes de l'OTAN qui sont exposées, toujours dans ce salon. Alors, j'imagine que dans un salon de l'armement au Bourget, on n'irait pas exposer des armes du camp adverse. Il y a clairement une dimension, Ludmila Totieva, politique, malgré tout, dans ce type de forum. Justement, comme on a déjà dit, les parades militaires ou les salons comme ça, c'est une sorte de vitrine pour justement déployer et bien montrer les capacités de son complexe militaire et industriel, mais aussi ses gains ou cette position qu'ils peuvent prendre dans tel ou tel contexte militaire. Moi, je doute très fortement sur l'origine de ces pièces militaires ou les éléments militaires exposés de l'OTAN lors de ce salon-là, parce qu'il y avait déjà, si on croit à tout ce que les Russes disent, surtout quand on les voit là à l'image. Voilà, c'est qu'ils ont déjà capturé plusieurs systèmes, ils ont plusieurs HIMARS, ils ont tout ça, sauf que très souvent c'est soit du vrai fake, enfin c'est des mensonges, et ça je sais pas où ils ont trouvé. Mais ce qui est quand même intéressant, je pense, dans cet axe Moscou-Pékin-Pyongyang, c'est justement cette alliance de circonstances qui est plutôt quelque chose que Moscou veut pour ce moment, Pékin et Pyongyang aussi. Par exemple, avec la Corée du Nord, très clairement, les armes qu'ils peuvent donner à la Russie, ça seront échangées contre les céréales pour la population très appauvrie. Et en Chine... Des céréales ou des MiG-29, dit-on, aussi, quelques avions de chasse dont ils auraient besoin. Quelque chose comme ça, voilà. Et avec la Chine, effectivement, c'est très important pour la Chine que
la Russie, elle reste quand même un allié contre les États-Unis. Hein. Il y a cette sorte de contrepoids. Mais ce qui est aussi intéressant dans les paroles de Poutine et des personnes de ces pays bienveillants vers l'Occident, disons comme ça, c'est cet axe sur le monde multipolaire et plus du tout le monde multilatéral. C'est parce que dans le monde multipolaire, justement, vous pouvez trouver de ces types de tensions, d'oppositions entre différents pôles et on revient, si vous voulez, dans cette logique de gains territoriaux, logique qui n'est plus propre à nous, enfin à l'Occident. Et quand on parle du monde multilatéral, c'est davantage pour moi, de toute manière, c'est quelque chose où on peut résoudre les problèmes ou les questions en s'asseyant autour de la table et en discutant. Et c'est sur cette confrontation assez basique peut-être, idéologique peut-être aussi, que se pose aussi le régime de Poutine, mais pas que. Vous voyez aussi les pays qui soutiennent complètement cette lignée. Un monde multipolaire, donc polarisé. On pourrait revenir sur cette notion peut-être. Nadejda Koutepova, votre regard sur cette alliance. Alors évidemment avec un Pyongyang qui est très bruyant, qui est très voyant, et puis un Pékin qui reste malgré tout discret, parce qu'il ne s'agit pas non plus de franchir une certaine ligne. Mais écoutez, tout d'abord, c'est 11e exposition, ça veut dire qu'il y avait 10 avant, c'est un peu traditionnel, c'est pas quelque chose de nouveau, chaque année Poutine le fait, c'est une partie de son travail. Deuxième chose, je le trouve un peu vide cette année parce que des années précédentes, c'était plus démonstration et en plus, je le trouve un peu figé, un peu mort parce qu'il y avait toujours des spectacles vivants ou des batailles des chars ou quelque chose qui s'amusait. Mais il y a beaucoup de délégations, beaucoup plus que les années précédentes, une soixantaine de pays, encore une fois. Oui, mais en même temps, je me pose la question, comme je le vois dans l'état figé, je me pose la question, est-ce qu'elle fonctionne vraiment ou pas, parce que ça peut être juste des moulages, des systèmes qu'on a portés sur cette place pour les exposer. Et à propos de Pékin, je pense que Pékin ne peut pas se permettre à éviter coopération, collaboration, je ne sais pas, négociation avec la Russie, parce qu'il y a une grande frontière, il y a beaucoup de sujets qui s'intéressent de côté. Il y a toujours cette menace nucléaire qui a été faite auparavant et il faut qu'il continue, mais sans beaucoup dire. Il continue ses propres intérêts. Et pour moi, c'est toujours intéressant l'analyse de M. Blanche-Maison parce qu'il montre ce qui n'est pas évident pour nous. Même Poutine essayait de nous faire penser maintenant que nous sommes d'Asie, mais nous pensons toujours de nous que nous sommes de l'Europe. Et et à propos de Corée du Nord, cet axe est présent pendant la dernière année dans le discours de Poutine et même certains propagandistes ont essayé de faire promotion pour Corée du Nord et pour voyage en Corée du Nord, mais je n'ai pas vu beaucoup de Russes qui étaient séduits par cette idée. Et en plus, je pour vois du tourisme, vous voulez dire ou pour le tourisme, oui. Pour le tourisme. Et aussi, je vois qu'il continue à porter en tout cas des cravates européennes, des costumes européens, et je ne vois qu'il s'habille comme des gens de Corée du Nord. Je pense que c'est des jeux de moment, des alliances de moment, c'est pas quelque chose dans le long terme. Et c'est aussi adressé aux Russes qui regardent que on n'est pas encore isolé, on a toujours des amis. Et les Russes de la province partisane de Poutine, elles ne comprennent beaucoup c'est qui fait quoi ici. C'est juste qu'il y a quelqu'un. Le message officiel, c'est nous ne sommes pas isolés, effectivement, ça ils l'ont dit, répété, Vladimir Poutine, d'autres, toute la journée. Et l'autre message officiel, c'est celui de Shoigu, le ministre de la Défense, qui explique qu'en revanche, côté occidental et côté OTAN, là, cette fois-ci, les stocks sont quasi vides. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Под лозунгом поддержки Киева Соединенные Штаты Америки зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. Voilà, c'est aussi la nouvelle Doxa, c'est-à-dire d'expliquer qu'ils constatent sur le terrain qu'il n'y a plus assez d'armes, qu'il n'y a plus assez de stocks occidentaux, bien sûr. Si l'armée ukrainienne n'a plus assez d'armes, la Russie va gagner la guerre la semaine prochaine, voilà, ou avant la fin du mois. Donc tout ça, c'est
simplement de la propagande absolument sans intérêt. Oui, l'Ukraine a des difficultés d'approvisionnement. Les Occidentaux ont des difficultés et du retard à monter en puissance pour fournir les armements dont l'Ukraine a besoin. C'est une évidence. Dire que l'Ukraine est à bout, si c'est le cas, attendons la prochaine offensive russe victorieuse qui réussira ce qu'ils ont échoué de faire en février 2022. Et puis voilà. Mais tout ça n'a... Enfin, bref, militairement, ça n'a aucun sens. Ludmila Totieva. Moi, j'ai rien contre le vidage des stocks militaires des Américains, comme par exemple c'était le cas avec les bombes à sous-munitions. Les Américains, ils ont autour d'1 million de bombes à sous-munitions. Nous, on est en pénurie, justement, des munitions. Et ça rend vraiment très bien sur le front. Écoutez, on n'est pas contre qu'on on les transfère. Et c'est ce que les Américains ont fait. Pareil pour autre chose. Enfin, franchement, dans ce qu'il dit, il peut dire tout ce qu'il veut. Il constate aussi en fait qu'effectivement, peut-être c'est utilisé dans le sens où il y a le renouvellement de certains types de matériel militaire chez les Alliés. Renouvellement pour quelque chose un peu plus updated, enfin, beaucoup plus innovant et technologique. Plus à jour. En quoi c'est mauvais? En soi, c'est qu'une mauvaise nouvelle pour eux, mais pour les Ukrainiens, je ne vois pas en ce sens aucun problème. Et peut-être aussi, en tant que ministre, il s'adresse aux militaires russes qui sont dans les tranchées pour les convaincre que les Ukrainiens entendent de repuiser comme ça, pour dire quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé aussi, Shoigu, des bombes à sous-munitions, vous y faites allusion, en disant qu'eux aussi, en Russie, ont des bombes à sous-munitions, que pour l'instant, ils se gardent de les utiliser, mais enfin que, schématiquement, à l'écouter, il ne faudrait pas les chercher trop, parce qu'ils se réservent le droit de pouvoir les utiliser aussi. Comme c'est déjà fait, effectivement, ils peuvent le refaire. Donc, oui, ces discours qui sont un peu un tissu de mensonges sont effectivement destinés à des publics divers et variés, et notamment à un public russe, et notamment aux soldats. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pour leur dire, mais de toute façon, nous avons tout l'équipement qu'il faut pour gagner, et les Ukrainiens, n'ont plus assez d'équipement. Les réserves sont vides, et leurs alliés leur mesurent chichement les contributions. C'est un discours qui est fait pour l'armée russe, et c'est assez logique que, dans le fond, Shoigu dise ça. C'est une vieille tradition, vous savez. À la veille de la guerre de 1870, le ministre de la guerre de Napoléon III, il s'appelait le maréchal Leboeuf, avait une formule qui est passée dans l'histoire. Il avait dit « Il ne manque pas un bouton de guêtre à nos soldats ». 6 mois plus tard, notre armée était défaite à Sedan et à Metz. Donc, si vous voulez, ce genre de bêtises, j'allais dire un mot plus direct, ce genre de bêtises, on y est habitué. Là, encore une fois, est-ce qu'il faut en pleurer, est-ce qu'il faut en sourire? À chacun de juger. En tout cas, pour conclure, ça nous rappelle malgré tout que la grande préoccupation de l'étape de la guerre dans laquelle nous nous trouvons, où on est quand même dans une sorte de faux plat, et où on se rend compte que sur le front, ça n'évolue pas, c'est quand même, il y a une forme d'obsession autour de l'armement. Tout à fait. Effectivement, il y a toujours l'appel des Ukrainiens. On a besoin de plus d'armement, on a besoin de plus d'armes. En même temps, il y a quand même des avancées sur le front, pas aussi spectaculaires que les personnes ou l'opinion publique occidentale espérait avoir. Mais quand même, il y a des avancées, parce qu'il faut savoir, avec ces hésitations des alliés occidentaux, ça a pris du temps, et ça a donné du temps aussi pour les troupes russes de bien mettre leur défense jusqu'aux 6 lignes de défense dans le sud. Effectivement, pour nous les Ukrainiens, ce qu'on fait, c'est on essaie de travailler bien beaucoup plus dans la profondeur de ces lignes-là pour pouvoir faire des petites percées et de savoir comment agir et quels sont le stationnement des troupes avec tous les moyens de renseignement qu'on peut trouver. Mais ça avance, et je crois que ça va donner des effets très positifs. Il faut juste un peu plus de patience. Juste une dernière image, du coup, parce que pendant que
pendant que le ministre de la Défense Shoigu et d'autres se retrouvaient à Moscou. Zelensky, fidèle à son habitude d'ailleurs, se rendait sur la ligne du front, alors pour le coup dans la région de Zaporizhzhia, sur la ligne du front sud. Il était à l'est hier ou avant-hier, et on voit ces images de Zelensky, plus chef de guerre que jamais d'ailleurs, avec son célèbre t-shirt et son trident, qui va pour le coup au contact des troupes. C'est naturellement largement diffusé, il félicite les hommes, il discute de leurs difficultés, il signe des drapeaux comme vous venez de le voir. Il se présente peut-être plus que jamais comme un homme de terrain qui va au contact des troupes, Jody Merchet, en ce moment. Ouais. C'est assez frappant dans l'image, dans l'imagerie presque. D'autant qu'il traverse une situation politique qui est pas très facile. On l'a vu cette semaine avec le licenciement des officiers chargés du recrutement. Et puis, il y aura des élections en Ukraine l'année prochaine. Peut-être. Peut-être. Oui. Loi martiale, peut-être. Ils ont le droit, en tout cas, de les reporter. Mais, ils ont le droit de les reporter. Oui. Ouais, mais il faudrait qu'il y ait des victoires aussi. Et pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça. Donc, non, il ne traverse pas une phase politique facile. L'offensive ne marche pas comme il attendait, la pression des Occidentaux est forte, la société ukrainienne doit aussi lui mettre une certaine pression, et puis il y a la fatigue, j'imagine, de l'homme aussi, parce que la pression est très 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 forte. Donc non, c'est pas... Voilà, bon, il communique beaucoup, mais voilà, oui. c'est pas le meilleur moment pour lui de ces derniers mois. Mais en tout cas, il est sur place, pour le coup. Je pense que c'est dans ces moments les plus difficiles qu'il faut que le président, mais aussi le commandement militaire, soit au plus proche des soldats. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on manifeste aussi qu'il y a le même but et il y a tous les efforts qu'on essaie de mettre derrière pour que chaque soldat puisse être sûr qu'il fasse ce qu'il faut pour son pays. Effectivement, c'est pas des moments faciles, mais je pense que l'opinion publique ukrainienne était quand même préparée au fait qu'il faudrait accepter que cette contre-offensive, il serait pas comme la contre-offensive l'année dernière avec Kharkiv, parce que le contexte n'est pas du tout pareil. C'est vrai qu'il y a une certaine pression d'avoir des résultats, mais quand même, on a comme une valeur de la vie humaine et des soldats qui prévaut sur cette, si vous voulez, désir d'avoir des victoires vite. Non, ça, c'est pas possible. Je pense que c'était aussi dit aux Américains, aux alliés américains, si vous ne nous fournissez pas les F-16 ou les Atacams, désolé, dans ce cas-là, on avance 10 fois moins rapide. Et quel défi